tous, bienvenue sur Radio-Télévision Cœur de Savoie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème extrêmement important, celui de la Constitution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a deux invités. Il y a d'abord Guylaine Marino à mes côtés. Et bonjour Guylaine. Bonjour Bruno. Voilà. Bonjour Pierre Davoine, qui tous deux, vous avez travaillé longuement sur cette Constitution. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous êtes dessus? On va dire en gros, ça représente 1 an et demi de travail. 1 an et demi de travail, et vous étiez combien de personnes? On a été une vingtaine de personnes en 2 groupes. En fait, on a eu un travail qui s'est fait en plusieurs phases. 2 groupes qui ont travaillé, qui ont fusionné ensuite leur approche. D'accord. De manière à pouvoir s'enrichir mutuellement de nos pensées, de nos travaux. D'accord. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais juste expliquer pourquoi on parle de Constitution aujourd'hui. Parce qu'en fait, la Savoie et son statut a beaucoup évolué aujourd'hui. Nous entrons donc dans le cadre du droit international. Alors, il est vrai que ce sujet est pertinent et va déranger un grand nombre d'âmes, mais ce qui pour nous est important, c'est d'abord et avant tout ce qui se passe en réalité. Alors, ce qu'on sait, c'est que le traité de Turin ayant été abrogé en 1947 par le traité de Paris, c'est une vérité criante. D'ailleurs, le document existe, vous pouvez vous le procurer. Et il y a aussi le fait que en 1940, date à la déclaration de guerre de l'Italie à la France, qui elle-même occupait avec ses armées le col du Mont-Cenis, le statut fait qu'aujourd'hui la Savoie est un territoire existant. Alors il l'était déjà, il est millénaire, mais aujourd'hui il a de réelles frontières. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire qu'un peuple ou qu'un pays existe? Il y a 4 critères normalement. Le peuple lui-même, oui. La langue. Et nous avons eu la chance d'avoir dans le traité d'annexion justement le fait que le peuple de Savoie ait été mentionné. D'accord. Le peuple a été écrit et notre roi de l'époque a mentionné le peuple. D'accord. Donc, nous existons. D'accord. Parlons bien de Victor Emmanuel. Oui. D'accord. Donc en fait, on sait aussi que le fameux référendum n'a pas été dans toute sa clarté très éclairé pour le peuple, sachant que lui-même n'avait pas été de manière libre à se présenter à un vote, on va dire une sorte de référendum à l'époque, puisqu'il y avait 2 hommes en armes à chaque bureau de vote et que les bulletins, oui, étaient quasi absents. Donc voilà, il y a eu beaucoup de faits qui ont fait que c'était très controversé. Voilà. Oui, controversé. Donc ça, c'est un peu pour mettre le cadre de ce qu'est la Savoie aujourd'hui. Donc nous entrons dans le critère du droit international. Donc effectivement, on peut parler d'une constitution. Alors il y en a eu plusieurs de constitutions, ce n'est pas la première. Nous avons parlé en 1860, il existait une constitution sarde. Donc est-ce que dans ce nouveau paramètre, vous en tiendrez compte ou bien? Alors, on a effectivement eu à regarder les anciennes constitutions, et en particulier celle qu'on appelle les statuts albertains, qui est la dernière constitution sur laquelle notre pays a fonctionné. Donc nous sommes en 1859. Ouais, 1848. D'accord, 1848. Mais bon, c'est dans ces eaux-là. C'est clair qu'aujourd'hui, si on revient dans cet espace-temps-là, c'est celle-là qui est applicable, sauf qu'elle n'est plus du tout d'actualité. Évidemment. Oui. Clairement. Donc nous, on n'est pas reparti. On l'a consulté, mais on n'est pas reparti de là. On est vraiment reparti soit de celle qui avait été faite par la Ligue savoisienne dans les années 90, soit on est reparti d'une page blanche. D'accord. Carrément, en se disant qu'est-ce qu'on attend pour notre pays. C'est le peuple souverain. S'il est souverain, il va se projeter et regarder ce qu'il a envie. D'accord. Donc on va aborder plusieurs thèmes. Justement, le peuple de Savoie, le territoire, les organisations et le pouvoir, l'économie, la sécurité, presse et médias, et la santé. Dieu sait si c'est important. Et aussi, alors là, on va déjà concentrer un peu là-dessus parce que je pense que on n'aura peut-être pas le temps de tout élaborer. Mais si on parle aujourd'hui du peuple, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi aujourd'hui du peuple de Savoie? Eh bien, le peuple de Savoie compte aujourd'hui environ 1 300 000 habitants. Donc nous parlons bien du 73-74. Oui, absolument. Et qui représente 6 provinces. Donc, il y a 3 provinces dans chaque département actuel. Ces 2 départements ont été signifiés par la République française.
sont pas d'origine. Donc le peuple de Savoie, avec ses 1 300 000 personnes, il va falloir à un moment donné qu'il se positionne si oui ou non il souhaite adhérer à la Savoie. Donc adhérer à la Savoie, il y aura forcément des droits, des devoirs, etc. Donc vous allez concerter la population à ce moment-là ou bien? Absolument. D'accord. De quelle manière ça va se présenter? Est-ce que vous allez faire une sorte de votation un petit peu comme ça se fait en Suisse? Est-ce qu'on peut parler de référendum? Oui, c'est-à-dire que la Constitution, quand elle sera aboutie, quand elle sera peaufinée par le retour justement du peuple, différentes personnes, elle sera soumise par référendum pour être adoptée. Donc à ce moment-là, elle sera complètement diffusée et on verra bien la mise en place qu'elle va pouvoir permettre, mais ça sera un référendum qui sera complètement validé. Est-ce que vous avez une idée de comment va être posée la question? Quelle question vous allez poser au peuple à ce moment-là? La question centrale, c'est est-ce que cette constitution, vous la voulez ou pas? Voilà. D'accord. Donc après, il y aura peut-être quelques options de validation. Oui. Est-ce que vous préférez plutôt tel aspect ou tel autre? Ça, on ne l'explique pas non plus. Avant de passer une votation, il faudra peut-être que cette constitution soit ouverte au public pour que les gens puissent prendre connaissance de tout ça et pouvoir s'exprimer par la suite de manière réfléchie et libre. Donc vous allez faire comment du coup? Alors ce qui est prévu, c'est que là, on va caler pour l'instant le texte. Ça va être sur l'année 2026 certainement. Et puis ensuite, on aura une phase de diffusion intense. Donc on aura besoin justement de tous les médias, de toutes les démarches possibles, d'aller au contact le plus possible pour expliquer cette constitution. Oui, il y a un vrai travail de pédagogie. Oui. Et on fera peut-être aussi un petit texte synthétique permettant de mettre en avant les avantages et les inconvénients de cette constitution. Ok, ouais, c'est quand même un énorme travail. Oui. Parce qu'avant d'arriver à terme, tout ça... alors oui, effectivement, il y a 1 300 000 habitants en Savoie, approximativement. Oui. Mais les gens issus de la Savoie proprement dite, c'est quoi? C'est 200 000 habitants à peu près? Sur les quelques recensements que l'on a, on estime à 250 à 300 000 habitants qui sont des habitants de la Savoie, issus de la Savoie. Oui. C'est-à-dire que notre territoire a été colonisé et envahi par beaucoup de monde, considérant que les Français, pour nous, sont des étrangers aussi. Mais aussi des Italiens, des Espagnols, des Polonais, toutes sortes de monde qui sont venus habiter et travailler chez nous. D'accord. Et nous les accueillons avec grand plaisir d'ailleurs. Oui. Mais comme disait Guylaine, à un moment donné, il va falloir que chacun se positionne sur l'appartenance ou non à la Savoie. Et si on est savoisien, on est savoisien. Donc il va falloir à un moment donné faire un choix. Alors on parlait des Français, c'est vrai que pour un grand nombre de personnes, la Savoie est française. Or, dans le cadre du droit, ce n'est pas forcément cette vérité-là, même si c'est celle qu'on vous dit en permanence. Mais je veux dire, à un moment, ça va se présenter comment? Est-ce qu'il va y avoir un système, au moment où il va falloir choisir un système pour une personne qui voudra par exemple travailler en Savoie et qui aura un chef d'entreprise qui sera intéressé par son savoir-faire, comment ça va se présenter? Est-ce qu'il y aura une forme de permis de travail comme en Suisse, d'une durée limitée? Comment ça va se définir? Oui, absolument. À un moment donné, une fois que la personne aura fait le choix, selon les critères bien établis qui sont mentionnés dans la Constitution, aura donc fait le choix d'adhérer à la nationalité savoisienne, donc elle aura cette nationalité-là, les choses seront plus faciles pour elle. Par contre, toute autre personne pourra absolument vivre sur notre territoire avec une carte de séjour qui sera renouvelable. D'accord. Selon un temps déterminé, la loi déterminera ça plus tard. D'accord, ok. Donc dans l'idée, c'est déjà bien le système un peu helvétique dans sa définition. Oui. Helvétique ou même dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a le peuple qui est là et puis il y a les étrangers qui résident, qui ne résident pas, qui travaillent, etc. Donc un double statut. Et c'est à partir de ce statut qu'on pourra utiliser et valider toutes nos lois par ceux qui ont choisi le statut savoisien. D'accord. Ok. Ça, c'est clair. Ça a l'avantage d'être clair. Donc, toute personne qui viendra en Savoie sera avertie de quelle manière et comment il devra s'engager à respecter la Constitution.
Donc, Voilà. alors moi, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du territoire, parce qu'on parle de la Savoie, c'est bien. Il existe de vieilles bornes frontières encore aujourd'hui. Hein. Je voyais le traité de Thonon il n'y a pas si longtemps, de 1500, je ne me rappelle plus la date exacte, 60 et quelques. En fait, ce traité de Thonon est toujours en vigueur sur les bornes et les frontières aujourd'hui. Si vous faites un peu de randonnée, vous pouvez voir. On les voit, oui. Donc voilà, comment ce territoire se définit pour vous dans la Constitution? Alors, si je peux peut-être entamer sur le sujet, comme je l'indiquais tout à l'heure, le territoire de Savoie, donc les deux départements réunis, bien sûr 73 et 74, dispose aujourd'hui de provinces. Donc il y en a 3 dans le 73 et 3 dans le 74. Notre but n'est pas d'anéantir ces provinces, bien au contraire, elles ont toutes leurs entités, elles ont toutes leurs valeurs d'être et elles existent depuis extrêmement longtemps. Donc il n'est pas question d'annuler ça. Et d'ailleurs, de ces provinces vont émaner beaucoup de gestion au niveau de la Savoie. Chaque province aura son pôle pour gérer correctement son propre territoire. Oui, j'imagine que si vous êtes en Tarentaise ou en Maurienne, ce ne sont pas forcément les mêmes besoins que dans le Chablais. Et donc chaque territoire aura une spécificité, en tout cas se décidera de manière locale. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Donc 6 provinces. On peut citer les 6 provinces. Oui, c'est important. Donc le Chablais, oui. le Faucigny, le Genevois, la Savoie ducale ou la Savoie propre, ça dépend comment on l'indique, Savoie propre, la Maurienne et la Tarentaise. Donc voilà nos principales vallées. Alors, en dehors de ça, il y a le comté de Nice. Oui, alors voilà. Parce que c'est aussi le même cas que la Savoie, on oublie un petit peu. Oui, mais nous on ne les a pas oubliés. Oui, puisqu'on leur a réservé une place à nos côtés. D'accord. En sachant très bien que, vu la distance, ils auront la possibilité d'adhérer ou pas. Ils auront la possibilité de venir. Ce qu'il faut juste comprendre. Mais notre Constitution les intègre. Oui. Ce qu'il faut juste comprendre aujourd'hui, c'est que certains vont dire oui, mais le comté de Nice, c'est au bord de la mer, c'est détaché. Mais autrefois, ces territoires de Piémont, Savoie, c'était en fait tout accroché. Oui. Donc ça ne faisait qu'un territoire. C'est ça. Ça passait par le versant italien. D'accord. Mais c'était tout raccroché. Qu'en disent les Niçois sur cette idée? Vous avez eu des échanges? Quel retour ils vous ont fait? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment d'échange, il n'y a pas eu de volonté d'ouvrir au comté de Nice. Nous le souhaitons bien sûr, mais comment ça va se faire? Et je pense que dans un premier temps, on va déjà faire en sorte que la Savoie soit vraiment libre et souveraine, avec un peuple libre et souverain, comme on l'entend dans notre Constitution. Et ensuite, je pense que on ira rencontrer vraiment... Vous espérez que ça va développer une synergie avec les autres régions? C'est ce que l'on pense. Avec le Piémont, par exemple, vous avez des liens aussi? Piémont, Val d'Aoste, Valais, Suisse... Vous avez des échanges, non, avec eux ou bien? Il y a des contacts. D'accord. Il y a des contacts qui ont été déjà établis. Maintenant, voilà, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais dans la Constitution, nous avons ouvert la possibilité d'élargir le nombre de provinces à ceux et celles qui voudraient se joindre à nous. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'organisation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce qu'on sait, alors on a fait l'expérience de ce qu'on vit actuellement, la corruption massive, enfin bon, tout ça, le petit peuple conditionné, pressé comme un citron. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution sur l'organisation de ces pouvoirs? On dirait bon. Je te laisse la parole. Oui, allez, comme vous voulez. Bon, très simplement, nous, notre travail, il est parti du fait que c'était le peuple de Savoie qui était souverain. Donc, tout a été centré sur le peuple. Ce qui veut dire que nous avons utilisé 3 outils principaux de démocratie qui permettent au peuple de Savoie de garder le contrôle et de garder l'initiative sur l'organisation qui sera faite pour lui. Le premier point important, c'est de déterminer d'abord que nous sommes souverains chez nous. Ça veut dire que aussi bien l'Europe, la France, les autres pays, etc., n'ont plus rien à faire chez nous. D'ailleurs, la Savoie n'est pas membre d'organisations internationales comme l'OMS, l'OTAN. Seule l'ONU sera... Pour nous, on a vraiment prévu de sortir de tout ça, parce que, quitte à refaire ensuite des traités bilatéraux,
Mais pour l'instant, c'est clair que nous devons sortir de tout ça. Ça fait 50 ans qu'on se fait avoir, ça fait 50 ans que c'est trop Certains vont vous dire, mais difficile. alors, si vous sortez de l'OTAN, qui va vous protéger? Oui. Alors, on pourrait parler un peu de la neutralité, par exemple. Voilà. C'est que dans les textes de l'époque, la Savoie était neutre et devait bénéficier de la neutralité comme là la Suisse. Or, cela n'a jamais été appliqué. Nous avons eu des... On a été envahis 8 fois, je crois. 8 fois, on a été occupés par la France. Oui, et puis il y a eu les deux grandes guerres mondiales où nous avons été sollicités, plus que sollicités. D'ailleurs, à ce niveau-là, la France peut être redevable sur les enfants de Savoie qui ont été mêlés dans ces conflits. Alors nos ancêtres ne devaient pas partir faire la guerre. Ils ont été les premiers à partir en première ligne. Donc là-dessus, il y a un gros... Est-ce qu'il n'y avait pas débat. une intention punitive? Oui. Il y avait comment dire ça, l'intégration volontaire et forcée de toute la population savoisienne. D'ailleurs, on sait qu'après le traité de Turin, il y a eu une sorte de purge. Je ne sais pas si on peut donner le terme de cette manière, mais il y a eu quand même des gens qui ont été punis très sévèrement, parce qu'ils n'étaient pas d'accord au rattachement à la France, etc. La France, c'est quand même un pays très jacobin, très centralisateur, qui ne supporte pas ces régionalismes. On peut voir aussi avec les Bretons, les Corses et les Alsaciens, il n'y a pas de souci, mais on a tous été traités de la même manière. Par exemple, c'est une anecdote, mais elle est très importante. Tous nos livres d'histoire qui racontent l'histoire de la Savoie, qui étaient enseignés dans nos écoles à nos enfants, ces livres-là ont été détruits, ont été brûlés dans les cours d'école en 1919, donc juste après la Première Guerre. Et ça, c'est un scandale absolu. Ça montrait bien que la France voulait à tout prix raser la culture savoisienne. Ouais, ça venait d'une volonté. Alors, il y a un sujet qui est important parce que c'est l'économie, parce que beaucoup de gens nous disent oui, mais la Savoie qui se renferme sur elle-même, on ne va pas vivre qu'avec du reblochon, de l'atome de Savoie et tout ça. Or, en réalité, c'est tout à fait autre chose. La Savoie, en termes de PIB, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros. C'est un peu difficile à évaluer. Ça représente 15% du PIB de la France. Donc, je pense, à mon avis, à mon sens, que si la Savoie retrouve son indépendance aujourd'hui, la France a plus à y perdre qu'à y gagner. Et la Savoie a tout à y gagner en concurrence. Pour nous, c'est très clair. C'est bien pour ça qu'on ne s'attend pas à ce que la France nous fasse des fleurs des cadeaux. Et nous aide à retrouver notre liberté. Pour revenir, mais on reviendra à l'économie juste après, je suis bien d'accord, mais pour revenir à cette partie-là, qui est sur l'organisation des pouvoirs, je parlais tout à l'heure de 3 outils démocratiques. Nous voulons remettre à tout prix, et c'est vraiment très fondamental dans notre Constitution, le droit au référendum qui sera utilisé à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des communes, au niveau des provinces, et au niveau de la Confédération. Au peuple tout le temps. Voilà, tout le temps. Le peuple sera hyper consulté par référendum. Deuxièmement, nos représentants seront tous tirés au sort. Il n'y a plus de classe politique, il n'y a plus de parti politique. Alors, tirés au sort dans le cadre des assemblées, il y aura des gens issus de la société, je dirais, normale. Seront, alors, à tour de rôle, j'imagine, vont entrer dans ces petits parlements locaux pour exercice de parole. C'est la parole publique qui entre dans le débat. Ça veut dire que, aussi bien au niveau... Alors, les communes, c'est différent, mais ça reste à peaufiner. Mais tout ce qui est province et État confédéral, pour nous, c'est le tirage au sort qui va être la clé de trouver nos représentants, qui auront aussi un mandat court, un mandat de 3 ans. Renouvelable ou bien? Pas nécessairement. On ne l'a pas marqué, je crois pas, c'est même assurément non. Justement pour que ça tourne et pour qu'il soit là pour apporter ce que le peuple souhaite, et non pas ce qu'une clique pourrait décider. Et là, il aurait des obligations de rendre des comptes au peuple, aux institutions. Oui, alors ça serait le 3e outil qui permettrait ça. Le 3e outil, c'est des chambres de contrôle. Ça veut dire que toutes les institutions créées pour créer les pouvoirs sur notre pays auront systématiquement une chambre de contrôle dont les membres sont tirés au sort et viennent du peuple, qui viendront contrôler le travail réalisé par tout ce monde-là. Avec
accès direct à la justice. Là, ça va faire siffler les oreilles d'un grand nombre. Là. Ah, là, on veut remettre la probité en place et faire en sorte que... Donc, la définition du par le peuple, pour le peuple, Exactement. est représentative de ce que tu viens de dire. Exactement. Et Ok. c'est le peuple qui gardera toujours le contrôle sur tout ce qui se passe. D'accord. Nous, on ne veut pas retrouver ce qu'on vit actuellement en France ou en Europe. Pour en revenir à l'économie maintenant, parce que... alors, juste peut-être avant... donc en fait, on va supprimer les préfectures, sous-préfectures. Oui. Tout ça, ça va être effacé. Oui. Donc le pouvoir de l'État sera en haut, l'État en haut. Alors, c'est juste pour résumer. oui. Hein. Les petits parlements régionaux, donc 6 Voilà. parlements régionaux qui décideront Voilà. des besoins des infrastructures. Ça peut être des infrastructures hospitalières, aménagement des routes ou plein d'autres sujets. Et chaque province aura la capacité de définir pour elle-même ce dont elle a besoin. Parce que quand on vit en Tarentaise, c'est pas la même chose que de vivre dans le Genevois. Exactement. Et donc, voilà, le pouvoir va être mis au niveau du peuple. D'accord. Et si je peux juste Oui. me permettre une précision, n'oublions pas les communes. Oui. On part déjà du pôle principal qui est la commune. D'accord. Au sein de la commune se passera déjà beaucoup de choses, D'accord. beaucoup de décisions qui appartiendront à la commune. D'accord. Il y a approximativement 600 communes. 600 et quelques Ouais. communes. Environ. en Savoie. Ouais. Ça, c'est très bien, parce que les communes, à décider pour elles-mêmes, c'est déjà ce qui est le plus près du peuple, C'est ça. des gens. Et en fait, un simple citoyen pourra aller à sa propre mairie. Je ne sais pas si on appellera toujours ça des mairies, ou bien ça sera toujours On n'a la pas- maison du peuple, Ouais, si on peut dire. on n'a pas défini, pas mais... défini. Pourra aller traduire sa colère à la maison du peuple ou à la mairie, dire son mécontentement ou son contentement, mais il pourra l'exprimer de manière directe. Aujourd'hui, on sait bien que les mairies, avec la dématérialisation de plus en plus croissante, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, de pouvoir exprimer, etc. etc. Ok. Et dans les mairies également, les conseils communaux seront tirés au sort. D'accord. Donc, il n'y aura pas de Il y aura pas d'élection. prise d'intérêt pour des Non. entrepreneurs. Non. Ok, bon, c'est tout le contraire de ce qu'on connaît en réalité. Oui, et d'autant plus qu'on a décidé de proposer, en tout cas, que tout ce qui concerne les permis de construire sera traité au niveau de la province. D'accord. Pour éviter justement tous les phénomènes de D'accord. pression, de corruption, etc. D'accord. qu'il y a dans les mairies. Alors Dieu sait si elle est grande. Dieu sait si la pression La pression foncière est énorme. On Voilà. voit en Haute-Savoie, si on prend par exemple les données statistiques, la Savoie c'est 450 000 habitants approximativement. En hein. Savoie. Ouais, Le département. le département de la Haute-Savoie, elle, c'est le double, C'est 860 000. Après, on sait qu'il y a une très forte spéculation foncière. Oui. Alors, on sait que c'est pour des raisons économiques, transfrontalières, etc. Mais que tous ces gens qui viennent ici n'adhèrent pas forcément à l'idée de la Savoie. Ils viennent pour un portefeuille plus confortable, probablement. Est-ce qu'il y aura une protection, justement, pour empêcher cette spéculation foncière, éviter que ces terrains flambent, que les prix montent et que les enfants issus des familles d'ici puissent plus assurer le patrimoine de leurs aïeux? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui est prévu là-dedans pour protéger tout ça? Nous avons prévu, oui, c'est pas tout à fait en place encore. Pareil, ce sera des lois qui vont déterminer tout ça de façon plus approfondie. Mais on a déjà prévu des choses en place, notamment au niveau de l'économie. On ne veut pas agrandir les zones agricoles resteront agricoles. On ne veut pas agrandir les zones commerciales qui resteront comme elles le sont aujourd'hui. Et puis au niveau du territoire, c'est la même chose. Au niveau des bâtiments, on va essayer de reprendre un maximum de bâtiments qui sont plus ou moins abandonnés. On voit dans les campagnes, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de Vous allez terrains. mettre en priorité qui la sont- réhabilitation de vieux bâtiments? Tout à fait, D'accord. Oui. tout à fait. Ok. On va déjà garder ce qui existe et puis faire très attention. La spéculation, non, il n'y en aura pas. Ça, c'est D'accord. clair. J'ai même entendu dire que les Savoisiens, on les encouragera à avoir un petit jardin, faire Oui. eux-mêmes Oui. leur production de légumes. Mais Oui. c'est magnifique ce que vous dites là. Parce Bah, qu'en juste- fait, ça leur donnera une autonomie et peut-être Oui. moins le réflexe d'aller consommer distribution. Donc c'est une prise de conscience déjà de la nature, du territoire et tout ça. Si on veut pouvoir être autonome, parce qu'on n'est pas à l'abri de certaines menaces, C'est vrai. donc il faut absolument qu'on ait des politiques qui permettent de maîtriser notre foncier, maîtriser notre agriculture, maîtriser notre production alimentaire, de manière à être à l'abri de toutes sortes de pressions. Mhm. Et donc, d'où le recours effectivement à ce que chacun se remette à faire son jardin et faire en sorte qu'il y ait une politique Ouais. d'installation de jeunes sur du maraîchage, parce qu'il y a quand même 1 300 000 habitants à Mhm. nourrir. Mhm. Et d'arrêter en même temps que nos terrains agricoles les plus beaux et les plus faciles arrêtent de se construire. Mhm. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est ça.
Hein, on va bientôt se retrouver à sucer des cailloux parce qu'il n'y a bientôt plus de terre agricole. Oui. Donc là, il est hors de question. Et pour nous, c'est très important de revenir sur la maîtrise du foncier, la maîtrise des terres agricoles, la maîtrise des forêts, la maîtrise des montagnes, des carrières, des sources, etc. Donc la question verte se pose d'emblée puisque l'écologie s'applique d'elle-même, voilà, avec cette prise de conscience, de bon sens. D'accord. Et notre territoire, ça doit être un territoire sanctuarisé et qui appartient au peuple. Voilà. À nous collectivement. C'est ce qu'on appelle un bien commun. Et nous militons, nous voulons vraiment que ces biens communs prennent toute leur place. Et dans le cadre de l'économie, alors on sait que en Savoie, de manière générale, les ressources de l'eau, donc l'eau, énergie hydraulique, des centrales, pas des centrales, des barrages, des centrales hydroélectriques sont importantes. Donc les ressources de l'eau, je ne me rappelle plus en termes de pourcentage, mais c'est très important pour la France aujourd'hui. Donc ces ressources retomberaient dans les mains des citoyens. Du coup, Engie ou EDF exclu, quoi. Ça serait une société. Quel type de comment ça fonctionnerait cette histoire? Eh bien, ça va. Déjà, on a déjà trouvé le nom. Ça sera Électricité de Savoie, EDS. Qui va donc gérer effectivement l'électricité et qui va distribuer l'électricité à chaque habitant, à chaque industrie, à chaque commune, partout où il y aura besoin d'électricité. Ce qui veut dire qu'en termes de ressources, puisque celle-ci serait concentrée sur 1 300 000 habitants, en termes de calcul, je parle, parce qu'après peut-être que le surplus de l'eau pourrait être distribué ailleurs, je ne sais pas, mais ça voudrait dire aussi que le coût de l'eau baisserait. Forcément. Complètement. Donc, alors qu'aujourd'hui, en termes d'électricité, on atteint des sommets. Et en termes d'électricité. Voilà, donc alors qu'on produit, pour parler que de la France, on produit des ressources énergétiques qui étaient une des premières en Europe, aujourd'hui, tout flambe. Donc là, avec cette raison de récupération de ces ressources, en fait, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que dans leur portefeuille, ils transpireraient moins les fins de mois, et ça voudrait dire qu'ils auraient peut-être plus de pouvoir d'achat aussi. Oui. Absolument. D'accord. Et la partie électrique, c'est certainement la richesse la plus importante dont nous disposons. À condition que l'Europe arrête de nous piller et que nos barrages restent chez nous. Donc il est très très important d'indiquer clairement que les barrages de Savoie appartiennent à la Savoie. Je rappelle que la Savoie, ce n'est pas en Europe. Ça fait pas partie de l'Europe, de l'Union européenne précisément. Parce qu'il n'y a pas que les ressources des barrages et de l'eau, il y a aussi les stations de sport d'hiver, il y a toutes ces ressources du tourisme, il y a aussi le décolletage, je pense, pour la vallée de l'Arve. Donc ça ne se limite pas qu'à la tome de Savoie et le Reblochon, on est bien d'accord. Non, pas du tout. Donc, voilà, même si c'est important et nous en sommes fiers de notre Reblochon et de notre tome. Exactement. Mais ceci étant, le raisonnement que nous avons, c'est un raisonnement global d'arriver à ce que la population quasiment puisse s'auto-fournir en alimentation. Bien. Alors, il y a un thème qui est aussi important, qui est fébrile, qu'on connaît, c'est l'insécurité dans les quartiers partout. Alors la Savoie, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus, peut-être, on n'a pas d'énormes pôles urbains, quoique, mais je veux dire, il y a la sécurité, la question de la sécurité aujourd'hui. Comment ça s'appliquerait pour protéger les citoyens qui, pour l'heure, ici, dans ces territoires, se sentent pas à l'aise quand ils sortent la nuit, ou comment ça s'appliquerait, cette sécurité? Comment vous l'appliqueriez? De toute façon, il va y avoir une police, ce qu'on va appeler la police de proximité, la gendarmerie de proximité. Qui sera gérée par... Ça sera géré par les communes. Provinces. Et communes et provinces, et puis au niveau de l'État également. Et donc la gendarmerie, ça ne serait pas une gendarmerie nationale qui dépendrait de l'État non, ça serait... Je pense que le centre, dans toutes nos discussions, le centre a été mis sur les provinces. D'accord. Parce que ce sont les bassins de vie. Oui. C'est là où nous vivons et c'est là où les décisions doivent se prendre. Et des décisions ne peuvent se prendre rapidement que si elles sont en connexion directe avec le terrain. Il y a un regard plus précis des besoins locaux. Donc, dans les communes, organisé dans les provinces et éventuellement au niveau du confédéral d'avoir un retour d'information et d'organisation, mais c'est tout. D'accord. Le centre serait vraiment dans les provinces. Oui. Est-ce que, par exemple, il y aurait une obligation pour quelqu'un, un délinquant ou quelqu'un qui aurait fait une bêtise, plus ou moins grave,
Qu'est-ce qui est prévu pour le réintégrer à ce moment-là dans les geôles, je dirais, du bon sens ou du droit? Aujourd'hui, je ne crois pas, enfin, on n'a pas pensé que la punition proprement dite par elle-même, comme elle se fait aujourd'hui, comme elle se pratique aujourd'hui, n'est pas forcément une très bonne solution. Quand on voit la méthode punitive. La méthode qui existe aujourd'hui, on voit bien, les gens sont relâchés de la prison et refont les mêmes choses, voire pire. Donc c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aider ces gens-là à comprendre l'acte, à les aider à évoluer et à ne pas reproduire ce qu'ils ont fait, à comprendre peut-être aussi pourquoi ils l'ont fait, pourquoi ils en sont arrivés là, et à accompagner toute cette population à aller mieux. D'accord. Et dans un état qui fonctionne bien, où les gens sont heureux, où il n'y a pas de gros problèmes, où il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'inquiétude, est-ce qu'on aura autant de délinquants ? Pas forcément. Pas forcément. Après, il y a plusieurs facteurs qui peuvent se joindre à ça. Par exemple, le pouvoir d'achat. Voilà. Après, il faut l'autorité publique, évidemment. Bien sûr. Je pense que à mon avis, si on lutte déjà contre ce pouvoir d'achat, mais elle tombera d'elle-même, puisque si c'est 80 milliards ou 60 milliards d'euros qui sont récupérés, évidemment, que le pouvoir d'achat des Savoisiens s'en sortira que mieux. Mais c'est peut-être pas qu'une question non plus d'argent, évidemment. D'ailleurs, quel est votre regard par rapport à ce système capitaliste, j'allais dire, ce système effréné, particulièrement ici dans ces régions, cette course à l'argent transfrontalière? Comment vous voyez la chose, vous qui êtes plus dans le sud, j'allais dire. Alors, moi personnellement, je le vois plutôt d'un côté négatif, qui crée des injustices, qui crée des différences et qui crée de la compétition, une compétition malsaine. D'accord. Il faut donner suffisamment d'argent à tout le monde. Un exemple simplement. Est-ce que une personne, par exemple, un éboueur, une femme de ménage, arrivant à la retraite, n'arrive pas à joindre les deux bouts? Moi, personnellement, je trouve ça complètement indécent. Une injustice sociale. Complètement injuste. C'est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui mérite vraiment déjà toute sa vie de vivre de son seul et unique métier, de ne pas être obligé d'avoir un second métier, d'exercer une deuxième fonction en dehors de son premier métier, et puis arriver à la retraite avec un revenu suffisamment important et digne. Il faut rendre la dignité au travail. La richesse d'un pays, c'est le travail. C'est vraiment le travail. C'est ce que chacun va fournir, chacun va apporter. Au même titre qu'au niveau des entreprises, on a réfléchi à tout ça. Et on ne veut plus, dans notre constitution, c'est notre projet, encore une fois, mais on ne veut plus parler d'anonymat. On ne veut plus d'entreprises qui se cachent derrière des actionnaires, de l'anonymat, de l'argent qui vient d'on ne sait où. On veut quelque chose de pratico-pratique, où le travailleur, ou la personne qui va venir travailler dans cette entreprise se sente impliquée dans son travail, qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle puisse participer. D'accord. Alors participer par le biais de SCOP, par le biais de vraiment une intégration totale dans l'entreprise. Donc si moi je suis entrepreneur aujourd'hui, je veux m'installer en Savoie, d'ailleurs il faudra que je respecte la Constitution, les engagements de ce pays, mais qu'est-ce qui vous sera demandé de manière précise à un entrepreneur par rapport à ce que tu viens de dire? Comment ça va se statuifier tout ça? Pour nous, ce qui est clair, c'est que toutes les activités qui se déroulent en Savoie doivent appartenir à la Savoie. Ça veut dire que les investissements étrangers qui ont été faits, soit américains, soit etc., on va mettre de l'ordre là-dedans. Est-ce que certains vont vous dire, est-ce que c'est pas un peu réfractaire ou réducteur de dire Savoie dans un monde ouvert? Oui. Mais nous voulons que ce soit le peuple de Savoie qui maîtrise son avenir. Et à partir de là, si le peuple, par référendum ou je ne sais quel, décide qu'il faut ouvrir tout, le peuple décidera. Mais aujourd'hui, on se fait imposer des systèmes et des réglementations qui ne sont pas décidées par nous. Donc nous, non, ça on va arrêter. Nous voulons vraiment retrouver le pouvoir local. Un pouvoir qui dira, voilà, les Savoisiens, c'est eux qui possèdent les entreprises, c'est eux qui possèdent les moyens de production, c'est eux qui possèdent la possibilité
libre, assez libre finalement de... Il y a une reconnaissance du travail, en fait. Du travail, c'est voilà. ça. Ouais. C'est ça. En fait, la personne qui est placée au plus haut de l'État ou au plus haut de la région ou de la localité pourra côtoyer de manière très simple la personne qui sera à balayer la rue ou l'agriculteur ou je ne sais pas. C'est cette proximité, ce réajustement de valeur et de considération des gens, de la personne qui sera intéressée. Du coup, ça risque d'être une motivation pour ces simples citoyens de participer à cette vie collective par la reconnaissance simple. C'est une méthode très simple. C'est là-dessus que nous avons basé justement le développement des activités sur l'intégration de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise au sein de l'entreprise. Donc c'est très clair ça. Magnifique. Par contre, on peut dire aussi que tous les étrangers, parce qu'il y en a quand même un certain nombre encore aujourd'hui, même si dans ma parole, étranger n'est pas un terme péjoratif du tout. Hein. Ça veut dire des gens qui n'ont pas choisi de devenir sa voisine. Et c'est respectable. Mais n'empêche que tous ceux qui amèneront par leur travail, par leur approche, à développer la richesse de notre pays, seront reconnus et confortés, etc. Il sera demandé simplement à participer aux besoins de la nation, du pays. Donc, par chacun en apportant sa petite pierre pour construire ce grand monument Savoie, c'est un investissement personnel. C'est un peu ça la souveraineté en fait. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Souvent alors on parle de souveraineté, c'est souvent des grands mots. Hein. On a l'impression que ça se rattache à un à une structure décisionnaire supranationale. Mais non, en fait, ça s'applique à chacun des citoyens, des petits comme des grands. Et c'est cette collectivité générale qui fait l'ensemble et qui fait la solidité. Et d'où l'importance de faire des référendums, de demander à chaque fois l'avis de toutes les personnes pour que chacun se sente impliqué dans le pays, c'est le nôtre. Et il va dépendre des décisions qu'on va prendre. Donc plus les gens vont être impliqués et plus ça va permettre d'avoir ce retour direct et cette implication personnelle des gens. Moi, j'y crois beaucoup à ça, l'implication de chacun. Je pense qu'on peut le croire parce que quelque part, c'est pas impossible. Peut-être qu'on nous a fait croire que tout ça était impossible, mais en réalité, on a fait douter. C'est un exercice d'ingénierie sociale, je dirais. Hein. Mais en réalité, les gens doutent d'eux et c'est tout le problème. Parce que la souveraineté leur appartient, sauf qu'ils ont plus conscience de ça. Alors on parle souvent de souveraineté des peuples, mais bon, on les a quand même bien défroqués quelque part pour leur enlever tout ça. Ok, bien. Mais écoute, je voulais parler, alors il y a un autre sujet qui est important. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler là-dessus, mais je vais vous poser des questions. C'est le sujet de la presse et des médias. Quel type de presse et de médias il y aura en Savoie ? Alors, grande question. C'est une grande question, c'est un grand sujet. Grand piège. On veut une presse et médias libres. Oui. Libre de ce qu'elle a à dire, libre de ce qu'elle veut faire passer comme message. Et on ne veut plus qu'elle soit rémunérée par les sociétés, par la publicité. Donc nous, la publicité n'existe plus. Donc tu parles d'un financement privé. D'un financement privé. Tout à fait. Okay. Donc on parle alors d'une presse d'État ? Alors une presse d'État ou une presse sous forme de SCOP, de coopérative, de société coopérative, où chacun peut investir, donner une part, participer au financement de la presse et des médias. C'est très important et on a besoin de la presse et des médias pour pouvoir relater, transférer toutes les décisions qui auront été prises par référendum et par le peuple, mais pour transcrire tout ça aux yeux de tout le monde, le transmettre par la presse et puis par la télévision, par tous les Quel regard vous avez aujourd'hui sur la presse mainstream en général, sans citer personne, comment vous voyez l'indépendance de cette presse qui se dit respectueuse de la Charte de Munich ou toutes ces choses-là ? Comment vous voyez-vous ? Moi, j'allais parler de la Charte de Munich parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'assoit dessus. On a bien compris et pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire que ça va revenir aux fondamentaux avec chambre de contrôle qui va contrôler que tout fonctionne bien. Comme les prises décisionnaires au sein du gouvernement ou des assemblées. Et donc, plus de presse d'oligarques, on veut de la presse
qui soit propriété, comme disait Guylaine, propriété de ses abonnés, propriété de ses lecteurs, propriété de ses auditeurs. Mais est-ce que ça ne va pas refléter, certains vont vous dire, est-ce que ça ne va pas refléter une sorte de sectarisme ou de courant de pensée dans un cercle? C'est la liberté. D'accord, ok. C'est la liberté et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de presse. La seule possibilité que nous avons mentionnée très fortement, c'est à propos des référendums. C'est-à-dire que nous souhaitons que les référendums puissent être faits avec le peuple qui soit éclairé et qui soit bien informé. Et cette réalité-là sera donnée à une presse, alors on peut l'appeler d'État, de province. Officielle, voilà. Une presse libre. Une presse libre, mais qui sera payée par nos impôts. D'accord. Avec comme unique finalité de créer des dossiers pour éclairer le peuple lors des référendums. En échange des deniers, la presse réchange l'information. Voilà. Donc c'est rendre au peuple, encore une fois. On veut une information qui soit ouverte, avec les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, liés à une question posée sur un référendum. Pour que chacun puisse voter et faire son choix de manière éclairée. Alors là aussi, ça va soulever les foudres des grands médias, j'imagine. Oui, ils ne seront plus là. Ils ne seront plus là. Donc ils auront un choix à faire s'ils veulent venir en savoir et respecter donc on ne perdra pas grand-chose. Oui, d'accord, ok. Alors, maintenant il y a un sujet hyper important, et Dieu sait s'il est angoissant actuellement pour nos enfants, parce que, bon, on sait qu'avec ce qui se passe avec le courant de pensée mainstream, nos enfants à l'école, on pense à la théorie du genre, mais on pense à plein d'autres choses. On n'est plus vraiment sûr de laisser nos enfants le matin à l'école et que sa journée ne se passe pas sans qu'il y ait quelque chose d'influent. Donc, qu'est-ce que vous pensez un peu déjà de ça? Et qu'est-ce que vous avez prévu, vous, contre ça? Alors, ce que l'on pense de cette situation actuelle, elle est juste dramatique. Nous, on appelle ça l'instruction. Pour nous, il y a deux phases. L'éducation va se faire à la maison. Les parents doivent être à même d'éduquer leurs enfants. D'accord. Il y a des sujets que l'école n'a pas à aborder. D'accord, ok. Ça se passe en famille. L'intimité de l'enfant, Exact. enfin ça, ok, d'accord. Exactement. Et ensuite, l'instruction. L'instruction, c'est ce que l'on va mettre, comment on va instruire l'enfant. Donc, pour instruire un enfant, nous, on part du principe qu'un seul et unique modèle ne peut pas exister. Il n'est pas à l'écoute de l'enfant, il n'est pas à l'écoute de son parcours. On ne réagit pas tous à la même chose au même moment, on n'apprend pas au même rythme. Les enfants sont complètement différents les uns des autres, ils n'ont pas les mêmes approches. Donc ça, il faut le respecter. Mais il faut aussi que cette instruction, elle se base sur quelque chose de vrai et d'authentique. Donc bien sûr, il y aura les mathématiques, bien sûr, il y aura le français, évidemment. Mais il y aura aussi l'histoire de la Savoie qui sera beaucoup enseignée dans les écoles. Et puis, il y aura tout un tas d'autres choses. Je rappelle juste que pour l'histoire, c'est quand même 1000 ans d'histoire. C'est 1000 ans d'histoire. Qu'on a eu même parlé le français avant la France. Oui, complètement. Donc c'est pas une fiction ou un nuage qui passe, c'est vraiment une réalité, l'histoire de la Savoie. C'est une vraie réalité, elle est très importante, elle est très riche. Il s'est passé énormément de choses et on ne doit pas cacher tout ça. Au contraire, bien au contraire, c'est enrichir un peuple que de l'instruire là-dessus. Et puis, mais l'instruction, elle va se faire aussi autour d'un tas de choses. Le respect du vivant, essayer de les amener à l'agriculture, de les faire réfléchir, de les amener à se poser des questions. C'est un retour au lien avec la nature, le vivant. Complet, vraiment amener l'enfant à se poser des questions, à ce qu'il devienne intelligent, c'est cette intelligence. L'instruction, c'est une chose, mais l'intelligence en est une autre. Elle est beaucoup plus fine et elle amènera l'enfant beaucoup plus loin. D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rappeler que la première valeur qui est mise en place dans notre Constitution, c'est le respect du vivant et le respect du sacré de la vie. Donc c'est là-dessus que tout s'appuie. Et forcément, l'enfance, pour nous, c'est la clé de tout. Donc, l'instruction, plutôt, va être basée beaucoup là-dessus, sur l'appréhension et la compréhension du vivant. D'accord. Si j'avais un mot à dire, c'est liberté. Et l'autre mot, ce serait... respect, peut-être. Respect, ouais. Ouais, ça serait suffisant. Largement. Pourquoi on met de plus, en fin de compte? Non.
Ce qui est important, c'est que le peuple ait la parole. Voilà. D'accord. Et la décision. D'accord. Donc tout est intégré là-dedans. Tout est là. En fait. Ok. Il y a aussi un sujet. Alors, je pense que ça porte à cœur, Guylaine, c'est la santé. Parce que la santé, on sait depuis 4 ans les dégâts qui ont été faits. On parlait des enfants, mais de manière sur la psychologie de ces enfants qui ont été perturbés pour des normes purement montées de toutes pièces. On le sait maintenant, c'est prouvé. Et donc ça a impacté pas mal de psychologie chez l'enfant négative. J'imagine qu'au niveau de la protection de l'enfance, vous allez intégrer des choses qui vont vraiment le couvrir, qu'il soit protégé. Donc qu'est-ce que vous prévoyez là ? Alors, la santé, c'est un tout, c'est un très gros sujet également. La santé, elle part évidemment de la naissance jusqu'au décès de la personne. Aujourd'hui, c'est vrai que on axe tout autour de la médecine dite allopathique, donc c'est la médecine traditionnelle que l'on connaît dans nos pays. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça aujourd'hui, nous, dans notre constitution. On voudrait ouvrir la façon de se soigner, la façon de se prendre en main, la façon de se prendre en charge et de s'occuper de sa santé et de la santé de ses enfants d'une autre façon. On préférerait une méthode beaucoup plus intégrative, plus douce, beaucoup plus douce, et respecter tout un tas de médecines qui ont fait leurs preuves, que l'on connaît depuis très longtemps, mais qui ne sont pas reconnues officiellement. Prendre le cas de la médecine chinoise, qui est très, la très médecine ancienne, chinoise, il y a plein de méthodes, énormément de méthodes, et qui fonctionnent vraiment très bien, et qui permettent à tout un chacun, même à un enfant, de retrouver un équilibre lorsqu'il est perdu, de retrouver le sommeil lorsqu'on a perdu le sommeil, de retrouver une bonne alimentation. Ça aussi, c'est la base, l'alimentation. On n'a pas parlé de l'agriculture, mais c'est aussi un sujet de souveraineté. On en parlera plus loin, mais c'est un sujet de souveraineté également. Donc cette santé, il faut qu'elle englobe l'être humain dans toute le corps, mais il n'y a pas que le corps. On n'est pas fait que d'un corps. On a une âme, on a tout un tas de choses. Et ça, la médecine doit l'intégrer et on doit être à l'écoute de chacun. On peut respecter qu'une personne veuille être traitée de façon allopathique, aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est l'allopathie qui rencontre également d'autres qui font comme un pôle médical, on va dire. Un médecin, par exemple, un cardiologue, un rhumatologue, etc., qui va rencontrer d'autres médecines, des médecines beaucoup plus douces, pour faire un diagnostic d'une maladie, poser un diagnostic et apporter quelque chose de vraiment de sain et qui va permettre à la personne de guérir. Donc le médecin, en fin de compte, aura le droit et la liberté de pouvoir appliquer ce qui lui paraît le mieux pour son patient, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les médecins, en fait, répondent à des obligations pharmaceutiques, ce sont des protocoles, donc il n'y a plus la liberté des médecins telle que nous l'avions connue, nous qui avons un certain âge de campagne. Donc effectivement, ma foi, c'est que mieux. C'est un but, c'est vraiment le but d'ouvrir à tout ça et que ça soit quelque chose qu'on considère vraiment la personne et plus un savoir unique qui dit « moi je suis médecin donc je t'applique ça et il faut absolument faire ça ». Voilà, un colloque. Ok, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste ajouter que la première phase importante pour nous, c'est de sortir de l'OMS. Oui. Voilà. Donc avec ça, déjà, on déblaye le terrain et on arrête toute cette influence très négative qui est imposée sur notre santé. On sait que l'OMS, c'est quoi ? C'est une seule personne au sommet de tout ça. Enfin, une seule personne, mais sans cacher derrière. Donc, c'est des intérêts privés. L'OMS, c'est des intérêts privés. Oui. Voilà. Donc ça pose beaucoup de questions sur une vision humaine très particulière, va-t-on dire. Effectivement. Bien. Alors, on a un dernier thème, et celui-ci est aussi important, parce que celui-ci structure l'éducation dans la société, donc par ailleurs la délinquance, etc. Eh bien, c'est l'instruction. Donc ça commence déjà à l'école. Qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus, justement ? Alors, on en a parlé il y a quelques instants, non ? Oui, mais alors, de manière plus globale, l'instruction, pas seulement à l'école, si ça commence à l'école, mais aussi dans la famille, on en a parlé, mais dans la société. Alors, en société, il y aura déjà plusieurs stades d'école et elles seront gérées. Alors, la petite école sera gérée par la commune. D'accord. Ensuite, les collèges et les lycées seront gérés par les provinces.
Et les études supérieures seront gérées par la Confédération, au niveau de la Confédération. Tu parles de petite école, donc ça veut dire que la petite école, les donc petites la écoles maternelle, au centre-village, au même titre que la boulangerie, l'église et tout le reste, sera remis. On sait qu'elles ferment toutes, mais... Elles seront remises. Il y a aucun... Donc, il y aurait une vie scolaire, mais une vie dans le village. Une vie dans le village, une vraie vie, avec des enfants qui courent, qui crient. Et on a mis le clocher au centre. Voilà. Ok. Voilà, c'est le peuple. Il ne faut pas oublier que l'instruction, c'est quand même... On a besoin d'apprendre aux enfants parce que c'est notre avenir, parce que c'est l'avenir de cette génération, c'est l'avenir de cette constitution, c'est une possibilité de voir les choses autrement et de voir la vie différemment. On sait que ça va être compliqué, qu'on va avoir 1 ou 2 générations où les choses vont être un peu difficiles à mettre en place, et c'est normal. La transition sera compliquée. La transition sera un petit peu longue, on y a pensé, on y a réfléchi, on a mis plein de choses là-dessus aussi. Mais en attendant, il faut quand même déjà prendre en main les enfants et changer de paradigme au niveau de l'éducation, de l'instruction des enfants. Il faut vraiment être attentif à tout ça. Là, je voulais juste dire une chose, est-ce que c'est possible de mettre la non-enregistrement sur le traité de l'ONU, c'est une petite parenthèse que je montre d'eux parce que j'aurais aimé que les gens le voient, pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait on ne spécule pas sur des histoires, c'est bien une réalité. Alors si la régie pouvait me le mettre, ça serait super. Voilà, alors en fait pour continuer... Et pour finir, je voudrais juste compléter une chose qui me paraît importante, c'est de remettre l'enfant au centre. Oui. C'est-à-dire que pour nous, le peuple est au centre de notre Constitution, mais au centre du peuple, il y a l'enfant, parce que c'est lui qui est porteur d'avenir. Et il s'agit à tout prix de donner toutes les chances et vraiment le maximum d'attention portée à nos enfants pour que cela fasse des adultes souverains, des adultes libres, des adultes avec un sens de critique, des adultes responsables de ce qu'ils vont pouvoir faire de leur vie. Et pour nous, c'est vraiment ça le centre. Et nous avons écrit un maximum de choses sur des ces adultes sujets. qui seront plus tard, qui sont capables de prendre des décisions libres, qui auront une éducation aussi pour ça, alors qui seront capables, on ne parlera même pas d'écologie, mais qui comprendront tout de suite le sens de l'écologie, puisque eux-mêmes élevés et éduqués là-dedans, ça sera et plein d'autres critères. Enfin, je veux dire... est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce travail? Parce qu'il est énorme. Alors, on n'a pas pu tout aborder. On n'a pas tout abordé. Il y a beaucoup de sujets. Pour l'instant, c'est encore... Et on ne peut pas. Mais on reviendra. Mais oui, nous reviendrons, c'est certain. Peut-être un mot sur l'agriculture. Oui. Nos agriculteurs sont à la base de tout quand même. C'est grâce à eux que nous mangeons tous les jours. Qualité ou pas qualité, pour l'instant. Mais en tout cas, c'est quand même grâce à eux que nous avons ce que nous avons dans nos assiettes tous les jours. Qu'est-ce que vous aurez prévu pour les agriculteurs? Parce du coup, il n'y aura plus la PAC, la politique agricole commune. Donc, alors, on dit c'est 17 milliards d'euros que l'Europe reverse à la France, mais en réalité, elle ne reverse pas grand-chose, puisque c'est uniquement de l'argent qu'on donne. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez justement pour compenser les besoins éventuels? Peut-être qu'après, ils n'auront plus besoin non plus, puisque leur économie va se développer, va nourrir de manière directe la population. Qu'est-ce que vous allez prévoir justement dans les aides éventuelles des agriculteurs? Vous avez prévu quelque chose là-dessus? Je pose une colle. Il y a plusieurs aides qui sont des aides, on va dire, générales. La première, c'est que le foncier agricole, ils n'auront pas besoin de l'acheter. D'accord. Ça veut dire que il sera mis à disposition sur des baux à long terme avec on va dire un loyer symbolique. Donc, histoire d'avoir vraiment plus de problèmes de foncier agricole en Savoie pour les agriculteurs. Deuxièmement, il y aura une politique de prix qui sera complètement revue de telle manière qu'ils puissent dignement vivre de leur travail. D'accord. Et en même temps, je dirais, et ça rejoint toute l'économie, c'est que nous proposons une économie sur laquelle l'endettement sera complètement différent. Il n'y aura pas d'usure, donc pas de taux d'intérêt. Il n'y aura pas de possibilité d'aller esclavagiser, je dirais, toutes les personnes avec des emprunts et avec une structure très contraignante à ce niveau-là. Donc nous voulons rétablir complètement une possibilité de liberté et de financement sur la base de la richesse produite par notre pays pour favoriser notre agriculture en particulier. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi une politique certainement de maraîchage qui va devoir se mettre en place. Il y aura peut-être moins de reblochons, moins de tomes, dommage,
Mais il y aura peut-être Moins plus de tartiflette. poireaux et il y aura peut-être plus de pommes de terre. D'accord. Parce que Oui. c'est quand même ça auquel il faut penser pour demain. D'accord. J'ai entendu dire, alors là tu vas me confirmer, vous allez me confirmer si c'est vrai, je ne sais pas si c'est lors d'une autre interview, qu'en fait un système un petit peu universel, prélevé sur toutes les taxes, alors on parle de TVA, de tout ce qu'on veut, là ça sera un système de 1%, j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai, prélevé systématiquement sur tout ce qu'on consomme. Donc ça veut dire que c'est dérisoire en fait sur l'ensemble. Je ne sais pas, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la taxe Tobin? Alors, Je ne sais pas, sur tous les produits de consommation, 1% prélevé systématiquement. Alors, dans notre Constitution, nous n'avons pas abordé ce sujet-là. Nous avons abordé le fait que le citoyen savoisien bénéficiera d'une fiscalité très avantageuse. Nous ne voulons plus de taux d'imposition avec des montants complètement exorbitants, des taxes, des TVA, à n'en plus finir sur tout. Et tout ce que l'on achète, c'est sans cesse taxes, TVA, sans arrêt. Donc on ne veut plus ça. Moi, je voulais quand même qu'on parle de l'organisation des pouvoirs de la Savoie. Schématiquement, on va nous montrer le croquis, mais comment ça va se présenter ça a l'air un peu compliqué, encore que ça l'est moins que ceux de la République. Est-ce que, Pierre, par exemple, tu peux nous expliquer un petit peu ça? Oui, le fonctionnement. Le fonctionnement, en fait, il démarre toujours du peuple souverain de Savoie. Que du coup, c'est le peuple qui est au centre de tout pour nous et qui dispose de 3 outils essentiels que sont le référendum, le tirage au sort et les chambres de contrôle. Ce peuple-là, il s'appuie aussi sur 3 niveaux territoriaux que sont les communes, les provinces et l'État confédéral. Donc, si on prend les pouvoirs, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Et ces 2 trames, si vous voulez, permettent de voir que c'est le peuple qui est toujours en prise directe avec l'ensemble de l'organisation des pouvoirs. Soit par référendum, soit par tirage au sort, pour élire pour tirer au sort nos représentants, c'est important, au sein du conseil communal, au sein de l'Assemblée provinciale ou au sein du Sénat, qui est l'organisme législatif au niveau de la Confédération de la Savoie. Pour ce qui est de l'exécutif, on retrouve le conseil communal, on retrouve le collège provincial et on retrouve le collège d'État confédéral. Il est confédéral parce que ses dispositions sont limitées. Ce sont les provinces qui utilisent pleinement leur pouvoir, qui ont toutes les prérogatives sur l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, mais chaque province va le faire de manière adéquate, correspondant à ses besoins, et va mettre dans la confédération, au niveau du dessus, uniquement les vrais sujets régaliens. Les sujets que sont la défense, la monnaie, la représentation de la Savoie à l'extérieur, les affaires étrangères, etc. Donc c'est uniquement limité. C'est pour ça que nous, on parle de confédération, parce que les sujets de la confédération sont beaucoup plus limités. Les pleins pouvoirs, eux, sont sur la province. D'accord. Et à ce sujet-là, nous avons de fait aussi un conseil constitutionnel qu'on appelle le Conseil des sages, qui va être chargé de vérifier, de valider que toutes les lois qui seront proposées par les assemblées provinciales ou le Sénat seront conformes à la Constitution. Donc c'est un gros travail de conformité sur l'esprit des lois, etc. Et ce Conseil constitutionnel aura 2 missions essentielles. La première, c'est hormis le contrôle des lois, ça va être de créer et de superviser ce qu'on appelle la cellule de repérage. Et deuxièmement, de superviser l'office de la justice. Donc la justice étant séparée des autres pouvoirs complètement, nous voulons que la justice soit en prise directe avec toutes les personnes par le biais justement des chambres de contrôle. Donc le peuple est au sein des chambres de contrôle que tout va bien. Et si ça ne va pas bien, c'est directement à la justice que ça s'applique. D'accord. Que ça s'adresse plutôt. Donc
la cellule de repérage, c'est l'équivalent d'un chasseur de tête, si vous voulez. L'idée, c'est d'aller repérer parmi la population savoisienne les gens qui ont des compétences dans certains domaines. Une sorte de recensement, de repérage. De repérage, je sais pas, quelqu'un de compétent en artisanat, ou en agriculture, etc. Et de coupler ça avec le critère de l'altruisme. C'est-à-dire de valider que les gens qui veulent ensuite pouvoir travailler pour notre pays ne sont pas là pour s'enrichir personnellement, mais pour pouvoir simplement mettre à disposition de l'ensemble du peuple ses compétences. D'accord. Et cette cellule de repérage va proposer 3 candidats à chaque assemblée pour un poste à définir au niveau du collège. C'est-à-dire que le collège sera déterminé par l'Assemblée ou provinciale ou le Sénat, parce que c'est cette Assemblée-là qui va nommer et qui va choisir parmi ces 3 candidats celui qui sera en poste pour venir amener sa compétence pour notre pays. D'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça me paraît assez clair. C'est quand même pas mal simplifié, en fin de compte, par rapport à ce qu'on connaît. Le but de tout ce que nous avons réfléchi, c'est toujours de mettre le peuple au centre. Que ce soit le peuple qui garde la main, qui garde l'initiative, la mise en place et éventuellement le contrôle, si nécessaire, de tout ce qui se passe dans notre pays. Le peuple est le cœur battant de cette vie citoyenne savoisienne. Le cœur de Savoie. Oui, d'accord. Le cœur de Savoie, c'est le peuple. Quelque chose. Ah oui, hein. Alors, on va finir un peu là-dessus. Est-ce qu'il existe une plateforme ou quelque chose, comment les gens peuvent se procurer cette constitution ou ces informations écrites? Alors, 2 choses. Nous sommes en train, il y aura une plateforme effectivement sur laquelle nous pourrons commander cette constitution qui est aujourd'hui finalisée, mais qui demande d'être retravaillée puisque on va la mettre maintenant en contact avec le public. Donc, nous avons en cours de réalisation un site internet. Je ne peux malheureusement pas vous donner l'adresse pour l'instant, enfin le nom du site, puisque on espère que d'ici la fin du mois, ça sera quasiment abouti. Donc, on n'hésitera pas à vous transmettre. Donc, il y aura accès à toutes ces informations, aussi bien sur le texte de la Constitution que sur les informations autres liées à ça. Voilà. Alors, pour se la procurer dans un premier temps, eh bien, sachez que nous éditons tous les mois, nous nous rencontrons tous les mois autour de rencontres amicales savoisiennes pour débattre notamment sur la Constitution, mais pas que, il y a également d'autres sujets qui sont abordés. C'est ouvert au public? C'est ouvert au public, c'est ouvert au public. Nous avons déjà un grand panel de personnes qui reçoivent cette invitation. Il y aura également des flyers qui sont déjà en cours d'impression pour les distribuer dans les communes où il y a ces rencontres mensuelles. Tu parles de flyers à grande échelle, distribution à grande échelle sur toute la Savoie? Pas sur toute la Savoie pour l'instant. On n'a pas suffisamment de monde pour les distribuer, pas suffisamment de moyens. Donc pour l'instant, on va les distribuer dans les communes où il y aura justement les rencontres mensuelles. Et puis cette constitution, vous pourrez vous la procurer auprès de personnes de nous. Il suffit d'essayer de prendre contact avec nous. En tout cas, par le biais des rencontres, venez nous rencontrer. Et il y aura toujours des constitutions à vendre. Alors elles sont à vendre, elles sont au prix de 10 € aujourd'hui parce que nous avons des frais d'impression, des frais de mise sous pli, etc. Donc nous sommes une toute petite association, nous n'avons aucun moyen. Est-ce qu'il existe justement à propos de ces moyens, est-ce que c'est possible que des gens qui soutiennent tout ça puissent vous faire des dons? Est-ce qu'il y a possibilité de vous faire des dons pour vous encourager justement à continuer? Oui, bien sûr, c'est possible. Donc justement, au cours de ces rencontres mensuelles, et ça sera également possible sur le site, nous aurons un onglet qui sera réservé aux dons. D'accord. Okay. Avec plaisir, bien sûr. D'accord. Moi, je vous encourage vivement. Je l'ai lu personnellement. C'est très enrichissant. Ça nous rappelle, c'est un retour à ce qu'on aurait pu connaître étant enfant, sans dire de repartir en arrière, pas du tout. Elle est tout à fait dans l'air du temps. Hein. Elle a été réadaptée, il ne faut pas avoir peur de ça. Sauf que celle-ci remet vraiment, et je confirme ce que tu disais, l'humain, le peuple est au centre des décisions. Et Dieu sait si on en a perdu l'habitude. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter une petite chose, c'est-à-dire que cette constitution, nous l'avons écrite avec une vingtaine de personnes. Et nous avons surtout voulu qu'elle soit comprise par tout le monde.
On n'a pas besoin d'avoir un bac+5 pour comprendre ce qui est écrit dans cette Constitution. Elle est vraiment abordable par tous. Même un enfant, je suis sûre qu'un enfant peut la lire et comprendre ce qu'il y a dedans. Les phrases sont simples, les termes un peu complexes sont expliqués. Il y a vraiment tout est dedans. Enfin, beaucoup de choses sont dedans et elle est vraiment adaptée à tout le monde, à une lecture très facile et très compréhensible. D'accord, mais c'est vrai, je confirme. En tout cas, pour moi personnellement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je vous souhaite longue vie en tout cas, que ça puisse perdurer, puis que ça puisse arriver à terme. Donc il y a tout un travail de pédagogie pour informer les gens, c'est ça qui va être compliqué. Nous, on est un média. Voilà. On est là aussi pour vous réitérer ce que vous faites. Je confirme, ils ont beaucoup travaillé et que si besoin est, vous viendrez nous voir, je pense. Bien sûr, mais avec plaisir. En tout cas, plaisir. Avec Pierre, grand plaisir. Guylaine, merci de votre venue sur Radio TV Cœur de Savoie. On est heureux de vous avoir reçu aujourd'hui et on espère renouveler ça plus tard. Merci. Merci beaucoup et merci pour votre soutien. De rien. Merci beaucoup.